Je vous propose qu'on démarre là pour cette heure là qui nous réunit ce matin. Donc on est tous ensemble là pendant une heure pour échanger au sujet des parcours usagers. C'est la nouvelle mouture des rendez-vous mensuels du réseau relié. Hop, si j'arrive à passer ma slide. Jusqu'à présent, l'intitulé, c'était Rétex mensuel. On s'est rendu compte que nos formats variaient d'un rendez-vous à l'autre, avec parfois des interventions, on va dire, plus descendantes, qui étaient pilotées par des collègues, d'autres fois des formats vraiment plus ouverts, comme aujourd'hui sous la forme de retour d'expérience. Et l'idée, c'était voilà, de faire évoluer cette appellation pour pas s'enfermer dans le format Rétex et de pouvoir offrir à nos membres plus de diversité dans nos rendez-vous. Donc désormais, les rendez-vous s'appelleront plus rétex relié, mais mensuel relié. Et donc on essaiera de se tenir à un rendez-vous par mois, comme son nom l'indique, d'une heure d'échange entre pairs pour parler de sujets. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, qu'on voulait proposer pour initier ce nouveau format, c'était ben, un retour sur la notion de parcours usager, avec l'idée d'aller, donc comme je disais, alors, pardon, hop, je suis perdu dans le support. Euh, Revenir sur les concepts du parcours usager, c'est des choses qui sont de plus en plus présentes. On refera un point sur la dichotomie entre l'approche processus et les parcours usagers, puis ensuite, on vous proposera de parcourir quelques outils, quelques méthodes, et puis à la fin, on conclura en vous proposant donc des suites à cette intervention de ce matin. Donc rapidement, hein, l'écoute des usagers, on voit que c'est une problématique qui est de plus en plus présente, hein, qui est au cœur aujourd'hui de l'action du CA, de l'action publique. L'analyse des parcours est vraiment développée sous l'impulsion de la DITP, qui pilote vraiment ça et incite les différents acteurs publics à repenser leurs actions au travers des attentes des citoyens. Donc dès à présent, on voit des similitudes hein, avec écoute client, attente des citoyens, satisfaction des parties prenantes, sont vraiment des thèmes qui se recoupent entre l'approche parcours et l'approche classique de la qualité. L'idée, c'est de renverser la logique administrative, replacer les usagers au cœur de nos politiques, au cœur de notre action, et de se dire, en gros, on réfléchit avec l'usager à ce qu'il trouve compliqué et ce qu'on doit améliorer. Et donc, on place vraiment cet usager au cœur de la décision. On les associe également à la construction du service public. L'idée, c'est de plus uniquement se focaliser sur nos contraintes internes, hein. L'administration a ses contraintes, a sa réglementation à faire respecter, mais l'idée, c'est vraiment de combiner à la fois les attentes de l'usager et nos contraintes administratives pour créer des parcours qui soient en adéquation. On va également s'attacher, la DITP focalise cette approche parcours autour des événements de vie, on les parcourra dans un deuxième temps. Et on verra après ces fameux 10 moments de vie pilotés sous l'impulsion de la DITP. Euh, Autour de l'approche par les parcours, hein, Service Public Plus, qu'on a retrouvé au cœur des engagements de la DITP. En mai 2023, le 7e congrès interministériel de la transformation publique s'est réuni et on voit bien que l'amélioration des services publics repose pardon, j'admets au fur et à mesure, repose sur ces attentes des usagers. Le programme Service Public Plus fixe vraiment l'approche parcours d'usagers au cœur de ces réflexions. Et c'est l'un des 12 engagements pris sur la simplification administrative sur ces fameux moments clés de vie. Virginie, tu complètes hein, si tu as... Non, c'est très bien. Donc les fameux 10 moments clés de vie priorisés par les DITP, on les retrouve ici, hein. Un premier, donc on va pas tous les parcourir, mais vous voyez qu'on en a un qui nous concerne particulièrement, nous, universités, écoles, établissements d'enseignement supérieur, c'est je deviens étudiant. Et donc la DITP focalise une partie de ses actions sur ce passage au statut d'étudiant. Et donc, nos universités ont un rôle à jouer pour faciliter l'entrée dans la vie estudiantine des citoyens français.
L'approche parcours, hein, c'est comme on le disait, c'est vraiment un outil qui est mobilisé à des fins de modernisation, de simplification des services publics, et ça fait partie intégrante du référentiel SP+, dont on parlait rapidement avant de démarrer ce rendez-vous. Aujourd'hui, la DITP et le ministère accompagnent les établissements d'enseignement supérieur dans la mise en œuvre de la démarche usagée au travers de l'analyse du parcours et plus particulièrement du parcours étudiant. La- un kit méthodo a été posé, hein, et propose aux établissements pour les accompagner dans le déploiement de services publics plus. Et ce kit méthodo repose en priorité sur l'analyse des parcours. Toutefois, ce qu'on observe, c'est que cette approche, on peut la focaliser dans le cadre de services publics plus, dans le cadre de l'entrée de nos étudiants dans nos établissements, mais c'est quelque chose qui peut être facilement globalisé, qu'on peut dupliquer et qu'on peut utiliser pour l'analyse d'un tas de parcours. On peut l'utiliser aussi bien pour les étudiants que pour le parcours d'un chercheur. Un chercheur qui aurait besoin Bonjour. de piloter... Bonjour. Un chercheur qui aurait besoin de piloter un contrat de recherche, qui aurait besoin de recruter un thésard. Vous voyez, on peut utiliser cette approche pour de nombreux sujets. Alors, ce qu'on a voulu faire avec Thibaut, c'est faire le lien entre cette approche parcours qui se veut quand même un peu innovante, un peu différente de ce qu'on a pratiqué jusqu'à présent dans les démarches qualité, de l'approche processus qui est celle qu'on utilise quand même le plus souvent comme base en fait des démarches qualité, pour montrer à quel point ces deux approches sont complémentaires, que finalement on regarde les deux revers d'une même médaille. Et que voilà, c'est intéressant de se pencher sur ces deux aspects de façon voilà, complémentaire. Donc, ce qu'on a l'habitude de regarder, et surtout, n'hésitez pas à intervenir si vous ne partagez pas ce point de vue, quand on regarde l'analyse des processus, on regarde plutôt comment on s'organise de notre côté administration pour accomplir un service. Donc, pour délivrer le service attendu, quel va être l'enchaînement de responsabilités entre les uns et les autres, de façon à délivrer ce service pour lequel, effectivement, comme on l'a évoqué à plusieurs occasions, et puis comme l'a évoqué la dernière conférence de l'AMI aussi, on peut évaluer la satisfaction en bout de chaîne pour savoir si ce service a répondu aux attentes de notre usager. L'approche par les parcours, elle va regarder en parallèle, en fait, au fur et à mesure des étapes que nous, on franchit d'un point de vue administratif, ce que l'usager, lui, va vivre, va expérimenter avec ces zones de flou, ce qui peut complètement ne pas voir, les attentes qui peuvent lui sembler interminables, les questions auxquelles il n'a pas forcément de réponse. Et ça va nous permettre de voir comment, de son point de vue, est vécue la délivrance de ce même service. Voilà. Je veux bien que tu passes la Ouais. slide suivante. Et donc, pour caricaturer, hein, pour essayer de schématiser un petit peu, donc la boucle de l'écoute, c'est quelque chose qu'on délivre souvent dans les formations qualité, donc vous devez certainement l'avoir à l'esprit. Ce qu'on a voulu mettre en parallèle dans ce schéma-là, c'est l'approche processus versus l'approche parcours. L'approche processus, elle va nous permettre de bien définir en interne le service qu'on veut rendre. Donc, on va décrire la façon de nous organiser pour enchaîner les activités et délivrer le service attendu. Et quand on va auditer nos processus, on va vérifier qu'on a bien fonctionné comme on avait décidé de le faire et que l'enchaînement entre les acteurs se passe tel qu'on l'avait imaginé. Si on regarde l'approche parcours, on va plutôt comparer le parcours vécu par l'étudiant, ce que lui a ressenti au moment de son expérience, par rapport à ce qu'il en attendait. Voilà. Donc, ces deux approches sont complémentaires. On n'évalue pas la même chose. On peut avoir des processus parfaitement maîtrisés, complètement conformes à ce qu'on avait décidé de faire et qui, pour autant, ne matchent pas avec ce que l'usager en attendait. Voilà. D'où l'importance du parallèle de ces deux approches-là. Est-ce qu'on peut... Voilà. Alors, ce qu'on voulait voir avec Thibaut, parce qu'on sent que cette notion de parcours usager, c'est quelque chose qui se développe, mais pour autant, on ne sait pas trop aujourd'hui si on est beaucoup à s'en servir. Voilà, donc on avait un petit sondage à vous proposer.
donc un petit WooClap qui consiste à vous demander quel est votre team aujourd'hui, vous, parce qu'autour de l'écran, on est plutôt des casquettes qualité. Sur quelle approche vous travaillez particulièrement? Est-ce que vous travaillez plutôt sur l'approche processus ou sur l'approche parcours? Ou est-ce que vous êtes un peu comme nous, hein, parce qu'on n'est pas des experts non plus avec Thibaut, on se lance sur le sujet, mais avec voilà, la naïveté de la découverte. Donc, est-ce que vous êtes un peu comme nous en phase de découverte? Alors, attendez, hop, je vais partager. Est-ce qu'on voit à l'écran, là, les Non, résultats? je pense qu'il faut que j'arrête mon partage, vas-y, et que je te... Du coup, voilà, c'est bon. Alors, attends. Là, c'était bon. Ah, c'était bon? Mince, bah, Ouais. j'y retourne, j'y retourne. Donc là, pour l'instant, on a un 50-50, plutôt process, hein. C'est vrai que bah, c'est dominant, c'est normal, parce que pour l'instant, on a été formé comme ça, en fait. C'est ce qu'on attend d'une démarche qualité, en première intention, en tout cas. Mais de plus en plus de personnes qui s'intéressent au parcours. Et pour l'instant, personne qui fait exclusivement du parcours. Bon, ça, ça se comprend. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour ceux qui ont mis du temps à trouver WooClap, attraper le téléphone pour scanner le code. Ah oui, surtout qu'il n'est plus affiché, donc ceux qui ne l'avaient pas Ah mince. ne l'ont plus. Attends, parce que je peux le remettre à l'écran vite fait. Attends, du coup, j'arrête de mon côté. Est-ce que certains veulent prendre la parole déjà pour l'instant? En fait, là, c'était une séquence introductive qu'on vient de passer avec Thibaut, et puis on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce qui nous semble être l'approche méthodologique pour vraiment déployer cette démarche-là, en vous proposant des outils, enfin, essayer d'objectiver un peu tout ça. Mais est-ce que déjà certains ont envie de prendre la parole sur ce sujet-là pour nous dire ce qu'ils font dans leurs établissements? Notamment pour les collègues qui commencent à s'y intéresser, hein. Vous êtes, il y avait, je sais plus combien, 7 ou 8 personnes qui disaient qu'ils étaient en conversion, comme on a, comme on a appelé ça. Si les collègues veulent témoigner d'expériences, de lancement, des débuts de réflexion qu'ils ont eus, ou est-ce que vous êtes plutôt là pour justement récupérer de l'information pour vous lancer dans cette démarche? Est-ce que vous en attendez? Non? Allez, dites-nous un petit truc. Vous n'êtes pas réveillé? C'est trop tôt le matin, 9h30? Oui, Sonia. Merci, Sonia. Ah, Bonjour à tous. bonjour. Bonjour. Donc, Sonia Tlamsani, je suis chef de projet sur le label HRS4 au sein de l'université de CY à Cergy. Ok. Et donc effectivement, dans un but de refonte ou en tout cas modéliser le processus recrutement, on a réalisé 2 petits ateliers parcours candidat. Voilà, pour avoir une autre approche. Et donc on s'est posé avec tout le service de la DRH pour penser avec la meilleure expérience candidat qu'on puisse avoir versus la pire et Ouais. essayer de confronter pour avoir un peu toutes les balises du processus. D'accord. Vous avez réuni des candidats? Non, on a réuni le service de la DRH. D'accord. Qui vous ont Et fait donc, part des parcours les plus chaotiques et de celui qui est exemplaire, quoi. c'est ça, on a fait 2 groupes avec un se positionnant en candidat qui s'est mal passé et un deuxième en candidat où le processus était nickel. Ouais. Et on a confronté un petit peu les différentes expériences pour baliser le parcours, Ah, bah c'est Ok. dans le but super. de le modéliser. Mm. Voilà, Et c'est un du petit coup, exercice. vous avez réussi à créer les interactions entre le parcours de candidat et le process pour faire évoluer et améliorer le process derrière ou pas encore? Alors, si, enfin, c'est en cours parce qu'il n'est pas encore Ouais. modélisé, mais effectivement, il y avait une première modélisation qui avait été faite il y a 1 an ou 2, avec l'approche processus uniquement, en sondant, la démarche qualité classique, hein, en sondant les différentes personnes Mm. administratives Mm. qui sont en charge du recrutement. Et donc là, on est en train de les confronter, les 2 modélisations, pour voir là où il y a des petites différences. Et surtout, je pense que c'est les garde-fous qu'on apporte quand on se positionne du côté candidat, Mm. qui Mm. n'étaient peut-être pas en lumière dans la première approche. Ah oui. Voilà, Bon, merci beaucoup pour ce témoignage. sans prie. D'autres personnes qui ont expérimenté?
Donc, il y a HRS4R, en effet, qui peut être une bonne opportunité. Ceux qui travaillent sur Bienvenue en France, je pense, ont peut-être aussi eu cette réflexion parce que il faut peut-être s'interroger sur le Mm. parcours vécu par l'étudiant international. Ceux qui sont sur Service Public Plus, du coup, ont peut-être aussi eu cette intention. Bon. Nous considérons ce silence comme une majorité vienne pour prendre de l'information. Et puis, du coup, vous nous direz à la fin si ça vous a apporté des éléments. On continue, Thibaut? Ouais. Alors, ce qu'on voulait vous proposer, hein, c'est d'enchaîner là sur une approche un peu plus méthodo, un peu plus outil de cette démarche-là, avec une première trame, on va dire, de méthode de travail de l'analyse des parcours en 4 étapes. Une première autour de la définition de la population. C'est important quand on parle d'approche parcours. L'exemple que Sonia a donné est intéressant. L'approche parcours pour un recrutement, elle ne va pas du tout être la même qu'on parle du demandeur du recrutement, qu'on parle du candidat ou qu'on parle des services qui vont instruire la demande. Donc, dès le départ, il est important, on y reviendra, de bien définir la population qu'on veut étudier. La deuxième, et on fera des analogies avec nos processus, hein, la cartographie du parcours. Vous voyez, ma langue a fourché. On vous présentera plusieurs manières de cartographier un parcours usager. La troisième phase, le recueil de l'expérience vécue. On peut soit se baser sur des témoignages au travers des collègues acteurs de la démarche, ou alors on a plein de techniques à déployer pour aller collecter l'expérience et mesurer les attentes des usagers. Et la quatrième phase, hein, qu'on connaît bien, identifier et évaluer les pistes d'amélioration, parce que là, c'est sans doute le plus grand dénominateur commun entre l'approche parcours et l'approche processus. La finalité reste l'amélioration du service. Alors, quelques illustrations, hein, pour définir comment dire, l'usager qu'on va étudier quand on parle d'approche parcours. C'est souvent la technique du personae qu'on va étudier, qu'on va utiliser. C'est des méthodes qui sont inspirées plutôt des exercices de design de service, design thinking, où l'idée va être d'incarner l'usager, c'est-à-dire qu'on va étudier l'usager, on va définir ses attentes, on va définir ses frustrations, ses points de blocage, ses irritants, et on va essayer de le caractériser un maximum, cet usager. Et pour ça, on va avoir besoin de données au départ pour vraiment comprendre l'usager, le caractériser, notre usager, et donc avoir ces cartes. Donc là, on vous a mis quelques illustrations et on vous proposera hein, plein de petites fiches. Il y a plein d'outils qui existent pour développer cette technique Alors, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Euh, voilà, c'est bon. Et donc, on a plein de techniques qui existent pour définir ces cartes de personnel. Donc ça, c'est la première des techniques quand on parle d'approche parcours. La première étape, pardon, quand on parle d'approche parcours, il est important de savoir quel usager est concerné, quelle population d'usagers est concernée, quel profil d'usager, et d'arriver à caractériser au mieux, c'est-à-dire qu'on a toujours un risque de se tromper dans les attentes, dans la caractérisation, si on ne définit pas bien notre profil type d'usager dès le départ de l'approche du parcours. Alors, la deuxième étape, c'est de cartographier les étapes que cet usager va parcourir. Donc là, on a voulu mettre quelques exemples pour que tout ça ne soit pas complètement théorique. Donc ça, c'est un exemple qu'on a travaillé à l'université Paris-Cité. Donc Cindy, qui est présente, y a contribué, dans lequel on a modélisé globalement les grandes étapes du parcours d'un étudiant avant son arrivée, enfin, le début de sa scolarité, pour faire simple. Et puis, si tu passes le slide suivant, on a ensuite quelques étapes pendant sa scolarité et puis après. Ça, c'était une base de discussion. Après, chacun peut s'appuyer là-dessus pour élaborer les propres parcours des populations étudiantes, en tout cas, qu'il veut étudier. Mais ça nous permettait d'avoir un socle commun qui puisse être utilisé par tout le monde.
Donc, pour aller jusqu'à l'élaboration de ces étapes-là, on a récupéré un outil de la DTP qui est assez intéressant, qui s'appelle les cartes d'expérience. Donc, du coup, je me demande si ce n'était pas une question qu'on mettait juste après. Après, on a Euh, d'autres exemples, Virginie, ah oui, d'autres de exemples. modif. Eh ben alors, peut-être poursuivons avec les exemples. Ça, c'est un exemple qu'on a récupéré sur Internet, sur le site de Saclay. Alors, je ne sais pas si certaines personnes connectées aujourd'hui viennent de cette université-là, où on est justement sur le parcours de l'étudiant étranger. Et donc, on franchit de façon très schématisée, et puis c'est un peu ludique, les différentes étapes vécues par l'étudiant. Et donc, ça lui permet d'avoir un guide très clair de ces étapes qu'il va devoir franchir jusqu'à son arrivée. On trouvait que le visuel était sympa. Donc voilà. Et puis, on a un autre exemple que Thibaut va… Ouais. Un autre exemple avec une autre approche, hein, ça c'est des choses qu'on est en train de développer à Nantes Université pour repenser la manière dont on présente les parcours des usagers. Alors là, on a deux illustrations. Le premier, c'est le parcours d'avancement des enseignants-chercheurs, enseignants-enseignants-chercheurs, où on retrouve vraiment toutes les différentes étapes. Et l'idée, c'est vraiment de sortir du process administratif et de replacer l'enseignant là au cœur. Donc, c'est l'exemple que vous avez en haut à droite, replacer l'enseignant au cœur de ce parcours-là et lui montrer que c'est aussi des boucles, que ça ne peut pas marcher du premier coup et qu'on a plusieurs manières d'obtenir sa promotion, que ce soit à travers les phases nationales, les phases locales. Voilà, donc on a vraiment cette approche-là et on a voulu utiliser, certains reconnaîtront la patte de la facilitation graphique. Alors là, c'est des brouillons parce que la mise au propre est pas finalisée, mais on a essayé de croiser l'approche parcours et la facilitation graphique pour essayer d'avoir une représentation, comme le disait Virginie, un peu ludique mais voilà, avec une vraie conviction chez nous que voilà, on retient mieux quelque chose de visuel que une note administrative qui va décrire toutes les étapes. Et donc, on mise là-dessus. Et le deuxième qu'on voit en bas porte sur l'élaboration, enfin la validation des modalités de contrôle de connaissances et des compétences. Donc, pareil, un parcours différent. Là, l'usager et la modalité de contrôle de connaissances et des compétences. Et donc, on va regarder toutes les étapes que suivent ces modalités pour être mises en application. Donc, vous voyez, on n'a pas de normes sur cet outil, comme quand on parle de processus, hein, on a plusieurs façons de décrire les processus. Et ben, de la même manière, pour le parcours de l'usager, on a plusieurs manières de le représenter. Mm. Elles étaient là, nos questions, Virginie. Ouais, elles reviennent. Sans Alors, bouclap cette fois. non, voilà, là, attention, il faut reprendre le micro ou écrire enfin, l'espace de conversation. Est-ce que vous avez des expériences à partager sur cette partie-là? Est-ce que vous avez essayé de modéliser des parcours, à part Sonia? Je suis pas sûre qu'il y ait plus de volontaires que tout à l'heure, mais n'hésitez pas. Si vous êtes en train d'hésiter, lancez-vous. Est-ce que vous avez entendu parler aussi dans vos établissements, c'est peut-être pas vous qui étiez à la manœuvre, mais dans vos établissements, est-ce que c'est des démarches qui sont émergentes, qui sont ou des collègues que vous auriez accompagnés, des tentatives réussies ou ratées, hein, et même dans un échec, on peut tirer des enseignements, ou c'est vraiment quelque chose de nouveau et sur lequel vous vous posez des questions avant de vous lancer et auxquelles on peut essayer de répondre tous ensemble aujourd'hui? Bah, moi, je trouve que c'est une démarche, donc je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Je pense que c'est une démarche qui est intéressante parce que souvent, on produit des documents en matière de qualité qui sont un peu indigestes pour les lecteurs. Donc, quand on rédige une procédure ou un processus administratif qui est destiné à un agent administratif qui doit savoir exactement les instructions de travail, enfin avoir une vision précise, c'est vrai qu'on n'utilise pas la même façon de communiquer que quand on s'adresse à l'usager et qui, lui, qu'il soit l'étudiant ou le chercheur, etc., va pas du tout avoir
la patience et le besoin d'ailleurs d'entrer dans ce niveau de documentation, niveau détaillé, etc. Donc, tout l'effort qui est mis en œuvre pour rendre ces documents attractifs, accessibles, etc., c'est un super véhicule pour faire passer aussi des messages et essayer de faire en sorte que ce qu'on a décrit à un instant T puisse être quand même utilisé, exploité et accessible en fait pour un certain nombre de personnes. Donc voilà, je trouve qu'en interne, nous, on a une vraie réflexion par rapport à ça parce que on entend souvent dire que les documents n'existent pas et que c'est pas écrit, alors qu'en fait, ça l'est, mais c'est pas connu et puis c'est difficilement appropriable. Bon, Je voilà, me permets c'était. de rebondir sur Oui, ce que tu disais, Virginie, Ouais. non pas sur le parcours de l'usager, parce qu'ils sont nombreux à l'université, faut pas oublier le sens en fait, hein, ça redonne aussi du sens à ce qu'on fait, c'est Mm, qu'on est là pour accueillir l'étudiant et qu'il ressorte avec un diplôme et intégré dans la vie professionnelle. Euh, la deuxième chose, c'est que, comme tu disais sur les supports, je pars sur le postulat de l'ISO 9001, qui est normalement un petit peu l'excellence de la qualité. mhm, Euh, Effectivement, on parle d'information documentée. On parle d'information documentée, mais écrit nulle part qu'on doit mettre en place des procédures. Donc, toute information documentée, qu'elle soit sur intranet, qu'elle soit démultipliée de manière maîtrisée, euh, qui concourt en fait à la satisfaction du client ou de l'usager, bah, il est acceptable en fait par un auditeur. mm, Deuxième chose, j'ai eu dans mon expérience également eu à travailler avec un public qui ne savait ni lire ni écrire. Et comment on communique avec ces personnes-là? mm. Troisième élément, c'est que les gens ne lisent plus. Clairement, Ouais. on est arrivé dans une digitalisation de l'information où on n'a plus de patience de lire des procédures de plus de 2 pages. Mm, Et clairement, il faut pouvoir parler à ces personnels qui vont mettre en œuvre en fait la satisfaction des usagers. Et aussi parler à une génération qui maintenant passe sur des reels Facebook ou Instagram et qui passe seulement rapidement sur l'information. Donc il faut se servir de tous ces éléments et poser de sortes de mind mapping ou des groupes de travail pour pouvoir proposer à l'usager des éléments qui sont lisibles très rapidement. mm. Voilà. Et du coup, vous y parvenez à Non. l'université? Voilà. Mais qu'est-ce Non, que vous essayez de mettre en œuvre pour aller dans ce sens? on Parce n'a que pas encore cette approche. On n'a pas ouais. encore cette approche, on y travaille, mais voilà. Il faut déjà recenser l'ensemble des usagers de l'université, ce qui n'est pas une masse à faire, déjà, parce Mm, que voilà, ils sont nombreux. Et voilà, on y concourt. mm. et Merci au-delà de ça, beaucoup. je pense que le périmètre d'étude peut être plus ou moins simple. C'est-à-dire, comme tu le dis, Karim, si on cherche à tracer un parcours commun à l'ensemble des usagers d'une université, est-ce qu'on va pas droit dans le mur aussi? Parce qu'à attendre d'avoir caractérisé l'ensemble des usagers d'une université pour avoir cette approche, alors que le primo aura peut-être un parcours différent Mm, qu'un étudiant en master, qu'un doctorant, qu'un étudiant aussi. Cette démarche des temps de vie, l'approche par les temps de vie de la DITP, elle est hyper intéressante parce que mm, et inspirante. En fait, on peut aussi découper quelque part les temps de vie d'un étudiant au sein d'une université. C'est pas la même chose que d'aller décrocher un stage, que de s'inscrire à l'université, que de se lancer dans une thèse. Vous voyez, il y a toute cette démarche-là aussi. Et du coup, plus on va comment dire, concentrer quelque part notre population et la conceptualiser sur un domaine particulier, plus du coup la caractérisation mm, sera facile, libre à nous après, mais comme quand on parle de processus, hein, de déterminer des éléments communs entre ces différents parcours et de voir si en fait nos parcours d'inscription sont tous les mêmes ou est-ce qu'on en a un différent sur une année particulière. Vous voyez, c'est toute cette approche-là qu'on peut avoir aussi de manière très empirique, d'autant plus que, comme tu disais, Karim, hein, il n'y a pas de... Si on vise des certifications ou tout simplement des logiques de communication, il n'y a pas de normalisme attendu. Et donc, il faut qu'on utilise des vecteurs, hein. On est tous un peu
Il faut tous qu'on apprenne à être des feignants efficaces et à un Mhm. moment, avoir des outils qui répondent à la fois à nos usagers, nos administrations, voire nos prospects, si on parle d'extérieur à l'université, et ben c'est plus intéressant, quoi. Si on peut faire d'une pierre 14 coups, je pense on est tous là dans nos métiers à chercher ces victoires qui nous permettent d'arroser un peu plus large, quoi. Mm. Il y a un témoignage de Cindy aussi dans le chat. Donc Cindy qui nous dit que de leur côté, ils ont réalisé des schémas du processus pour réaliser les inscriptions. Donc c'était sur la partie administrative, mais il y a eu cette intention de lui donner une forme, si je comprends bien, Cindy, hein, surtout n'hésite pas à intervenir. Mais il y a eu une réflexion pour rendre la forme plus accessible, de façon à ce que les différentes parties prenantes de ce process administratif sachent se l'approprier, en fait, tout simplement, et le connaître dans sa globalité. J'ai bien compris, Cindy, pardon. Oui, c'est bien ça. Merci, Donc, Cindy. merci pour cette confirmation. Donc voilà, c'est vrai que la question de la forme s'est posée, et là, on l'a beaucoup mise en avant par rapport à cette approche parcours, mais rien n'empêche de se poser les mêmes questions par rapport au processus. Ah, Ah, Séverine aussi Séverine. souhaite prendre la parole. Oui, pardon, je cherchais comment, comment lever la main et je l'ai fait un peu vite. Je suis désolée, Virginie, de Non, non, mais t'avoir. au Mais- contraire, je suis ravie que des mains apparaissent. Non, je voulais simplement, vraiment rapidement témoigner. Nous, on était dans la team, parcours et team processus, enfin les 2. Et Mhm. en fait, dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur de la qualité à l'université de Caen, Normandie, en fait, on est parti d'une approche processus, mais on a demandé aux participants au groupe de travail de se positionner en tant qu'usagers, Mhm. pour définir en tant qu'usagers de chacune des étapes du processus et de réfléchir à quelles pouvaient être les attentes et les besoins de ces usagers, qu'ils soient internes, externes ou même autres parties prenantes telles que les tutelles, et cetera. Donc voilà la manière dont on a, associé, Associer les les deux. 2. Et puis on a aussi, fait un petit peu la même chose que Cindy, je crois, dans le cadre de la modélisation, des processus, mais d'un point de vue purement administratif. Mais on a quand même, effectivement essayé de rendre, cette modélisation, j'allais dire attractive et visuelle et pour que chacun, puisse s'y retrouver facilement et identifier, voilà, comme Cindy, les points de blocage et les pistes d'amélioration. Mhm. Et puis j'ai ma collègue Marie qui me fait des signes. Je vais qui elle, travaille je sais pas si tu veux parler Marie Alors ou si je lui ah attends, c'est bon, ouais. Je laisse la parole à Marie du coup. Ah, Ce sera mieux ok. ensemble. Merci Séverine pour ton témoignage. vous m'entendez? Oui, Très très bien. bien. Ah bon, ouais, c'est bon. Oui, donc moi je suis plus sur, en fait l'accompagnement des composantes, et j'ai fait tout un accompagnement sur le volet scolarité et donc dans ce cadre-là, en fait, j'ai associé des étudiants, des enseignants et des administratifs sur, des ateliers communs. Et puis, j'ai fait aussi des ateliers qui étaient spécifiques étudiants, spécifiques enseignants et spécifiques pour, en fait, vraiment être sur quel est le besoin de l'usager. Et ce qui était assez surprenant, notamment sur les ateliers étudiants, c'est que on se posait des questions de lisibilité, de facilité pour l'étudiant. Et l'étudiant se posait absolument pas ces questions-là. Il s'en posait à d'autres moments. Donc c'était très, très intéressant en fait d'avoir les différents, points de vue ressentis et du coup aussi des propositions d'amélioration. Ah ouais. Ah oui, c'est intéressant de savoir qu'on peut être surpris par les attentes réelles Oui, qui ne sont pas oui, celles qu'on avait présupposées. Ouais, tout à et fait. Séverine donc a fait aussi ce travail similaire, dans le cadre du schéma directeur de la qualité. D'accord. Ah ouais. Mmh. Merci aussi pour votre apport. Marion, on vous écoute. Alors là, on ne vous entend pas. Pendant que Marion cherche une solution peut-être technique pour qu'on l'entende, je trouve que vos témoignages, ils sont très intéressants parce que justement, moi, ce que je crains un peu, c'est qu'on se mette à multiplier les documents, qu'on ait d'un côté une batterie de processus et de l'autre côté des cartos de parcours. Et donc, la façon d'associer les deux, c'est vraiment une question
que je trouve hyper pertinente. Je pense que tout n'a pas la Mm. même finalité et qu'on ne va pas se mettre à faire tout en double. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ouais, c'est ça, vos apports, ils sont quand même précieux parce que ça permet de mixer ces deux approches. Peut-être en gardant le naturel revient au galop, le processus comme socle, mais en y injectant dedans des analyses de besoins, en fait, des Mm. usagers à différentes étapes, je sais pas, et de garder la description du parcours pour certains besoins très spécifiques qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Voilà, voilà. Marion, Marion, est-ce que c'est avez-vous... bon pour toi? Non, peut-être en changeant la source de ton micro. Tu m'entends, Thibaut? C'est bon. Ah, Touche plus à rien, pardon, c'est bon. pardon, désolée. Ouais, j'ai un petit souci avec mon micro, je suis désolée. Il n'y a pas de mal. Du coup, oui, ce que je disais, en plus, du coup, j'avais commencé à parler, puis je ne savais pas que vous ne m'entendiez pas au début. Donc, oui, moi, c'est dans le cadre de Service Public Plus, je suis en train d'initier une méthodologie d'accompagnement auprès des structures de l'Université d'Angers pour le déploiement des engagements du référentiel national de qualité d'accueil des publics, là, de Service Public Plus. Ouais. Donc, l'idée, c'est que l'accompagnement proposé doit permettre aux structures de l'université d'améliorer la qualité de service rendu aux usagers. Ça, on le sait, hein, c'est Service Public Plus. Mm. Mais moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je me suis associée avec une composante de l'université, avec Polytech, puisqu'on a à Polytech des formations en qualité. Donc, je me suis associée avec eux sur un projet étudiant pour que ce soit des étudiants. En fait, l'idée, c'est de développer une méthodologie d'accompagnement à l'autodiagnostic Service Public Plus, puis à l'ensemble de l'accompagnement, enfin, de ce que permet Service Public Plus en termes de services rendus aux usagers, mais fait par les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, ils auront 4 semaines, et je les encadrerai pendant ces 4 semaines. Une première semaine, donc, ils prendront connaissance de l'ensemble de ce que propose Service Public Plus et de la méthodologie qu'ils pourraient apporter les étudiants. L'idée, c'est que les étudiants aussi s'interrogent entre eux et entre pairs justement, en fonction de leurs différents parcours, de leurs différents usages, quelles sont leurs attentes à eux de services que leur rend l'université. Et ensuite, la deuxième semaine, ils iraient auprès d'une première structure, donc sûrement une scolarité, pour réaliser avec eux un autodiagnostic de Service Public Plus et plus globalement, voilà, identifier déjà comment cette scolarité pourrait mettre en place un plan d'action d'amélioration de la relation usagée, comment voilà, améliorer les recueils, l'analyse de l'exploitation des réclamations des usagers, etc. Enfin, tout ce qui concerne Service Public Plus. Une troisième semaine où ils feraient ça avec une autre scolarité. Et ensuite, une quatrième semaine où ils vont un petit peu faire la synthèse de tout ça pour à la fois, comment dire, sur la base des réflexions qu'ils auront pu avoir entre étudiants, donc sur leurs différents parcours étudiants, leurs différentes logiques étudiants, leurs différentes attentes étudiants, et sur la base des échanges qu'ils auront eu avec les structures, a priori, je vous dis, des scolarités, qu'est-ce qu'on peut proposer comme méthodologie d'accompagnement des scolarités pour que, et des structures ensuite plus globalement à l'université, ce ne sera pas que les scolarités, pour améliorer le service rendu aux usagers, une meilleure écoute, meilleure prise en compte des réclamations, de la satisfaction, etc. Voilà, donc c'est un petit peu c'est pas complètement sur du parcours usager, pas complètement si. sur du processus, mais entre les deux, quoi. Voilà. Oui, c'est de l'expérience usagée. C'est Voilà. pas forcément un parcours d'un point A à un point B, mais ouais, c'est super intéressant comme démarche. Hein. Voilà, donc ça, j'attends que ça puisse se faire. J'attends un retour de la Polytech, mais normalement, on devrait pouvoir aller vers ce genre de projet étudiant. Donc, ça les met directement, eux, dans dans la méthodologie d'accompagnement qu'on proposera ensuite. Donc, on avait trouvé ça intéressant, quoi. Et ces étudiants, ils font ça dans le cadre de leur formation? Ils sont rémunérés? Enfin, comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre? Ouais, c'est des projets étudiants. En fait, Polytech, je crois que c'est je crois que c'est pour les 5e années. Les étudiants qui sont en 5e année, ils ont, au premier semestre, ils proposent des projets étudiants. Donc,
Voilà, il y a plusieurs propositions de projets en début d'année. Quatrième Et et, ensuite, quatrième et cinquième, ouais. ouais, et ensuite, les étudiants par binôme ou trinôme, en général pas tout seul, mais plutôt à 2 ou 3 ou 4, peut-être même 5. Enfin, en tout cas, ils constituent des groupes et ils vont sur un projet et ils vont mener ce projet à plusieurs étudiants. Mais voilà, là, c'est sur 4 semaines. Avant, je crois que le format était un peu différent. C'était pas 4 semaines dans la. Bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais, et donc, c'est vraiment dans leur cursus étudiant, Virginie. C'est vraiment dans le. Je crois que c'est. Il me semble, écoute, si je te dis pas de bêtises, que c'est dans les enseignements de projet. Tout ce qui est lié, Ah, en fait, à d'accord. à la gestion de projet. Et donc, en fait, dans le cadre des unités d'enseignement de gestion de projet, ils ont des projets étudiants à mener en groupe. Et donc, on s'est dit, sous l'impulsion de Laurent Bordet, qui est notre vice-président des études et des campus, on est en train d'initier ce projet. Voilà. Ah ouais. Mm. Bon, bah, ce serait intéressant de connaître la suite, hein, voir comment les Ouais, scolarités ont accueilli ouais, l'évaluation des voilà. étudiants. Est-ce que ça a pu être constructif et amener vraiment des améliorations dans leur mode de fonctionnement? Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un retour là-dessus, oui. Quel que soit le cadre, service public plus. Oui, je vous tiendrai au courant. Là, il faut que je vois déjà avec quelle scolarité on peut travailler. Parce Ouais, qu'évidemment, en ouais, même temps que j'attends la réponse définitive de Polytech, j'attends. Enfin, du coup, après, je vais voir avec quelle scolarité ou d'autres structures. Parce qu'après, de toute façon, c'est des oui, scolarités, mais il peut y avoir d'autres structures. Il y a aussi mm, des services communs. Enfin bon, il Mm. peut y oui, avoir d'autres structures, hein, si ce n'est pas des scolarités. bien sûr. De l'accueil, on en fait à plein de niveaux à l'université. Ouais, Oui, ouais, au-delà c'est sûr. au-delà de l'accueil, on a tous nos services ont des usagers et qu'ils Oui, soient internes ou externes quand on parle d'étudiants. oui, oui. Donc ouais, c'est vrai que c'est des méthodes qui sont duplicables à l'infini. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie logique entre pairs aussi, quoi. Mm. C'est l'usager qui est acteur de son approche parcours et ça devient assez intéressant. Voilà. Moi, je vous tiendrai au courant. Ah, Merci bah, avec Marion. plaisir, ouais. Bon, pour cette histoire de... Ah, Ah, Xavier, Xavier. on vous écoute, Xavier. Oui, bonjour à tous. Nous, on est au tout début, hein, on a fait les autodiagnostics de la DITP pour voir à peu près où on était placé par rapport à l'autodiagnostic. On est en train de voir les différents éléments, mais on a en parallèle fait une enquête de satisfaction de service. On est plus c'est pas une approche, j'ai répondu au processus et à la fois, enfin le combo que vous proposez, mais nous, on a plus analysé en termes de logique de service. Un service, parce qu'en plus, quand on y réfléchit, nos étudiants, ils consomment un SSU, ils consomment un service des sports, ils consomment Ouais. et en fait, la logique de service, elle est pas inappropriée. Alors, on n'est pas, le mot peut être gênant par rapport au domaine privé de la logique de service, mais je pense qu'au final, il ne porte pas si mal son nom. Et donc, on a voulu plutôt faire une réanalyse par rapport à ça. Mhm. Moi, on en est au tout début, hein, donc on va faire tout matcher, on va voir un peu ce qui en sort. Mais là où je vois le biais, et je pense que à Polytech, ça peut bien marcher, mais parce qu'en fait, il y a une logique à analyser différemment entre une école et une université. Et Ouais. étonnamment, ça se joue sur une chose, c'est que depuis le début, on ne parle pas de l'implication de nos étudiants dans nos gouvernances de décision. Et Mm. ça, pour autant, je pense que c'est presque, et nous les premiers, on n'est peut-être pas, on n'est pas parfait, hein, loin de là, et j'ai bien conscience, mais je pense que peut-être une brique aussi qu'il ne faudra pas oublier dans les cartographies des processus, dans tout ça, c'est comment on implique les étudiants et peut-être Mm. un niveau gouvernance. Et on essaye, alors nous, je pense que vous essayez tous hein, dans vos différents établissements, mais là, il y a quelque chose de très important. Et bizarrement, dans les écoles, l'implication, alors peut-être que ça se fait aussi, il faut le reconnaître, par le fait que comme ils ont un engagement potentiellement économique plus important, ils s'impliquent de manière plus générale Mm. aussi. Mais il Mm. s'avère que euh, il faudra, à mon avis, à un moment, c'est le process des étudiants dans la gouvernance qu'il faudra analyser. Voilà. Et moi, je pense que c'est vraiment ça qui va devenir primordial. Mm. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Bah, Xavier merci. pour ce témoignage. Et du coup, vous êtes de quel établissement, Xavier? Excusez-moi, j'ai pas. On est à Nîmes, la ville avec un accent sur le i, dans le sud. Ok. C'est encore très chaud. Ça va. Vous avez bien de la chance parce qu'ici, c'est l'hiver à Paris. Bon, bah super. Alors, on Karim, a. du coup, tu voulais Ah, témoigner pardon. aussi?
Alors nous, du coup, l'hiver à Nice, on ne connaît pas. Oui, ça c'est une Ça va, légende, hein. ça va, on arrête là, hein. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Du coup, oui, je voulais revenir, mais ça regroupe un petit peu ce que disait aussi Xavier. C'était savoir si dans la mise en place de vos cartographies, vous invitiez justement l'usager, parce qu'on le dit souvent qu'on le met au cœur de ses attentes et ses besoins, mais est-ce qu'on l'invite en fait à cette réflexion, que ce soit le salarié, que ce soit l'étudiant? Et deuxième élément, en fait, effectivement, tout à l'heure, j'ai pas réfléchi assez rapidement, mais c'est vrai qu'on a mis en place un parcours de l'usager salarié au sein de l'université qu'on appelait onboarding oui, onboarding. Donc, comment on accueille un petit peu le salarié et tout ce qui est mis en place tout au long de son parcours et les possibilités de mobilité, et puis le souhait du départ aussi, hein, c'est Mm, assez légitime. Et en prenant en compte en fait ses besoins et ses attentes. mm. Troisième élément, celui de la vie étudiante. Ici à l'université, on a une direction de la vie étudiante qui est écoutée auprès des conseils des plus hautes instances que vous appelez gouvernance. Voilà, c'était juste Mm. une petite parenthèse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, bah, tout ça est tout à fait intéressant. Le parcours du salarié à son arrivée, je pense que Mm. c'est un beau sujet. Et d'ailleurs, je pense que l'AMU est en train de travailler dessus, non? Dans le cadre des travaux, mais pour Ouais, de Frédéric, ouais, ouais, peut-être. il me semble. Faudrait qu'on Donc, voilà, croise, au ouais. cas où. Ouais, mais ça, c'est sûr que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Voilà. Alors, peut-être juste pour avancer, euh, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette démarche, bah, on a cherché une méthode qui permet de se lancer dans la description de parcours. Et donc, ce qu'on a identifié comme méthode la plus connue et la plus répandue, c'est les cartes d'expérience. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà travaillé sur cet outil-là. Tu veux partager du coup ton écran, Ouais, Virginie? je vais le partager. Est-ce que vous voyez? Mm. En fait, c'est un peu l'équivalent de la tortue de Crosby pour les processus, en fait. Ouais. Pour, pour essayer de structurer sa pensée et d'aborder le sujet de façon méthodologique. Donc voilà, cette carte d'expérience, elle se représente, vous voyez Oui. l'Excel là, de la façon suivante. Donc vous nommez votre parcours et puis vous allez décrire chaque étape vécue par l'usager. Donc voilà, première étape, je veux m'inscrire, donc je me connecte sur Parcoursup et je découvre là où j'ai été affectée, voilà, et ainsi de suite. En face, ce que l'agent va mettre en œuvre pour donner suite à l'action de l'usager. Excusez-moi, ça saute. Toc, toc, toc. Bon, ça, c'est le fichier de la DITP qui est très long. Donc, je ne vous cache pas que nous, en interne, on s'est demandé quels sont les critères qu'on allait retenir parce qu'il y en avait beaucoup trop. Mais là, je vous le montre de façon exhaustive parce que peut-être vous n'auriez pas les mêmes choix que nous. Donc, l'action de l'usager, l'action de l'agent, quels sont les irritants qui vont se présenter au fur et à mesure remontés par les usagers. Donc, les écoutes que vous avez pu mener sous formes diverses et variées. Là, c'est l'occasion de les synthétiser. Alors, il propose de faire une courbe des émotions, là où on a un ressenti positif, de là où on a des expériences plus mitigées, voire mauvaises. Donc, on rejoint un peu les parcours chaotiques et exemplaires dont nous parlait tout à l'heure Sonia. Quelles sont les solutions existantes aujourd'hui pour améliorer les choses? Quels sont les acteurs de ces solutions existantes? Les canaux des solutions existantes. Je vous dis, c'est DITP, c'est toujours assez détaillé, hein. Les attentes, les solutions idéales, les solutions retenues, les acteurs de la solution retenue, les canaux de la solution retenue, les impacts en interne, les adhérences avec d'autres projets et voilà, les opportunités d'amélioration. Donc, si vous voulez, on peut vous le mettre à disposition, ce fichier, pour ceux que ça intéresse. Je pense qu'il faut le retravailler par rapport à Mm. ses propres besoins et ce qu'on a envie de mener dans sa démarche, mais c'est entendu, on vous le mettra à disposition. Et donc, du coup, voilà, c'était un petit plus pour se lancer, voilà, avec un petit filet quand même, quelque chose qui puisse nous porter un petit peu le long de la démarche.
Et on va vous présenter les 2 dernières phases, mais qui seront beaucoup plus rapides. Pour avancer, hein, le recueil de l'expérience vécue, donc on en parle assez régulièrement, quête de satisfaction, évaluation. On a plein de moyens aujourd'hui à mobiliser pour recueillir cette expérience. Et l'idée, c'est vraiment de venir compléter notre carte d'expérience en identifiant l'écart entre la réalité et le parcours théorique. Il y a ce qu'on a pensé quand on a travaillé sur nos process, quand on a modélisé notre parcours. Mais il y a comment c'est ressenti, comment c'est vécu. Est-ce que ce ressenti génère de la satisfaction, de l'insatisfaction? Et surtout, est-ce qu'on a des phases critiques? Est-ce qu'on a des moments clés qui viennent stresser nos usagers, qui viennent au contraire libérer la satisfaction de nos usagers? Est-ce qu'on a des étapes qui génèrent plus d'insatisfaction et pourquoi? Donc pour ça, on a plein de manières hein, de venir évaluer, de venir recueillir cette expérience par le biais d'enquêtes, alors des enquêtes existantes ou à créer spécifiquement. On le voit bien quand on parle d'étudiants, on a tous mis en place des dispositifs plus ou moins construits de feedback étudiant et donc il faut qu'on puisse s'en servir aussi pour venir nourrir cette approche sur le parcours. On peut organiser des enquêtes très contextualisées sur des moments précis et voilà, on a plein d'autres outils qui vont venir aussi nous permettre de compléter notre persona, hein, notre fameux persona qu'on a décrit quand on a décrit notre usager cible, pardon. On peut, pour tenter de se mettre à la place de cet usager. Et puis, ben, sur des sujets très particuliers, on peut aussi monter des focus group et des focus group pour venir arbitrer aussi nos décisions, c'est-à-dire revenir à la substantifique moelle de ce qu'est un focus group. Pour répondre à votre attente sur tel sujet, on a imaginé telle et telle solution, laquelle correspond le mieux à vos attentes et générera le plus de satisfaction. Donc, plein d'outils là aussi qui peuvent venir compléter cette démarche et surtout réutiliser des outils et démarches qu'on mène déjà dans le cadre de nos parcours. Et pour finir, évidemment, ça ne serait pas une démarche qualité sans un plan d'amélioration. Donc, la dernière étape consiste bien sûr à savoir ce qu'on souhaite réellement mettre en œuvre pour améliorer le constat qu'on a fait. Et donc, déterminer la stratégie d'action la plus efficace, mesurer l'impact des actions. Donc là, on choisit dans cette étape, déterminer la stratégie d'action la plus efficace. Quelles sont les actions qu'on peut réellement mettre en œuvre avec les moyens dont on dispose pour obtenir le meilleur résultat possible. Donc là, c'est toute une analyse en interne. Mais ça, je pense que c'est des choses auxquelles vous êtes parfaitement rodés. Et évidemment, ensuite, mesurer l'impact des actions mises en œuvre et communiquer pour faire savoir ce qui a pu être amélioré grâce à ces différentes démarches. Voilà. On a fait le tour des 4 phases de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Alors, vous l'avez compris, Thibaut et moi, on n'est pas plus experts que vous dans ce sujet-là. C'est juste qu'on s'est penché sur la question. On trouve que c'est un sujet important qui va faire évoluer un peu les démarches qualité. Et donc, ce qu'on aurait voulu savoir, c'est si certains d'entre vous voudraient travailler avec nous pour approfondir, qu'on essaye d'échanger nos pratiques, essayer de creuser un peu ces sujets-là de façon à ce qu'on puisse monter ensemble un kit méthodologique. Bon, voilà. Évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés? Ah, on a un premier volontaire, Xavier. Sonia, votre main levée veut dire que vous êtes volontaire. Oui. Ok. Ok. Ce qu'on fera, c'est on a commencé à regarder Marion aussi partante. Super. On va commencer à regarder un peu des dates. On avait préidentifié une date fin novembre. Hein. L'idée, ce serait de se réunir. Vient qui veut, qui peut. Enfin, le plus simple, c'est de se réunir physiquement pour amorcer ce travail ensemble. Quand on cherche à se réunir physiquement, le plus simple pour tout le monde, c'est quand même de se retrouver en région, enfin à Paris, car tous les chemins mènent à Paris, et de travailler ensemble une demi-journée, une journée. On va essayer là de reprendre là tous les participants à ce groupe, vous envoyez un petit sondage sur les modalités pratiques de cette séance, mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrive ensemble à décliner, donc comme le disait Virginie,
Virginie un petit kit méthodo qu'on pourra mettre à disposition de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, voire d'autres administrations. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil for us by us et d'avancer ensemble comme ça, au gré de la construction aussi de nos expériences. Hein, on voit, on a tous des techniques différentes pour aborder le sujet. D'aucuns explorent le travail par les pairs, d'autres le témoignage de l'usager, d'autres la facilitation graphique. Mais l'idée, c'est d'arriver à construire des outils communs, une boîte à outils plutôt commune dont chacun pourra se saisir. Donc, on voit avec Virginie comment organiser ça. On peut commencer et vous aussi nous rejoindre. Mais il n'y a pas de souci pour que nos collègues belges viennent aussi travailler avec nous sur ce sujet. Je pense que nos Avec plaisir. problématiques sont quand même convergentes aussi. Voilà ce qu'on pouvait partager, amorcer aujourd'hui avec vous. Est-ce que certains souhaitent ajouter un dernier témoignage, un dernier avis Pour ceux qui ne se sont pas manifestés et qui veulent prendre un petit temps de réflexion pour savoir si vous voulez participer à ce groupe, il ne sera pas trop tard dans quelques jours, hein. Vous pouvez prendre le temps de réflexion. D'ailleurs, on va élargir aussi aux membres du réseau Oui. relié parce que ça peut intéresser des personnes qui n'étaient pas présentes. Voilà. Et puis, effectivement, après, à suivre, on tente cette expérience-là et on trouve ça que c'est un bon projet, en fait. Voilà. Bon. Merci à tous. Donc, le rétex a été, hein, vous l'avez vu, enregistré et sera accessible pour être partagé aussi avec les collègues qui n'auront pas pu venir sur le site internet du réseau relié. Voilà. Belle semaine à toutes et à Oui, tous. Et bonne puis, semaine. à très bien. Bah, au mois prochain, à minima. Et puis, entre-temps, si vous avez d'autres témoignages à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse contact@relier.fr. Au revoir. Bonne semaine à tous. Au revoir. Bonne Au journée. revoir. Au Bonne revoir, journée. Au merci. revoir. Au revoir, bonne journée.